J'espère que vous allez bien, ou du moins que vous tenez bon. Peut-être nous connaissez-vous via Algérie Part. Appelez ça comme vous voulez. Notre média, notre équipe, notre espace d'expression, peu importe l'étiquette. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de remettre les choses au clair. Il est crucial pour nous de rappeler nos convictions profondes, de braquer les projecteurs sur notre intégrité et de souligner à quel point notre ligne éthique est notre colonne vertébrale. Plonger dans l'actualité algérienne, c'est comme naviguer dans une mer démontée, imprévisible. J'espère que vous allez bien, ou du moins que vous tenez bon. Peut-être nous connaissez-vous via Algérie Part. Appelez ça comme vous voulez. Notre média, notre équipe, notre espace d'expression, peu importe l'étiquette. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de remettre les choses au clair. Il est crucial pour nous de rappeler nos convictions profondes, de braquer les projecteurs sur notre intégrité et de souligner à quel point notre ligne éthique est notre colonne vertébrale. Plonger dans l'actualité algérienne, c'est comme naviguer dans une mer démontée, imprévisible, violente, dangereuse. Exilés malgré nous, nous affrontons un pouvoir verrouillé, brutal, hermétique. Les témoins tremblent à l'idée de parler, les voix alternatives s'autocensurent ou se font bâillonner. Quant aux journalistes, beaucoup ont connu la case prison. Certains, comme notre camarade Abdulwakil Blam, y croupissent encore, tandis que d'autres, tels que Mustapha B, Annaba, ont déjà goûté au barreau avant de replonger dans la spirale des menaces et des pressions constantes. Mettre le nez dans les coulisses de l'actualité algérienne, ce n'est pas un hobby de week-end, c'est un fardeau humain, lourd, pesant, parfois insoutenable. Pourtant, malgré les menaces voilées, les intimidations directes et les risques permanents, il nous faut garder la tête droite. Parce qu'être journaliste, c'est aussi être gardien de principes, de rigueur, d'une droiture intellectuelle et morale sans concession. Voilà pourquoi, par conviction, nous tenons nos distances avec les détails croustillants de la vie intime des décideurs. Ce métier n'est ni une vendetta, ni un ring pour régler des comptes. C'est une mission, une responsabilité citoyenne, celle d'éclairer, de dévoiler ce qui compte quand cela sert le bien commun. Nous dévoilons des vérités que la censure enterre, que les autres n'osent pas ou ne peuvent pas publier. Mais il y a une frontière que nous ne franchissons jamais, la sphère privée des puissants. Sauf, et c'est un sauf de taille, quand l'intérêt collectif est en jeu. Si l'on parle corruption systémique, fortune suspecte, copinage d'influence ou magouille qui torpille la loi, pille les ressources, bloque le progrès ou mine l'éthique publique, là, on entre en scène. Parce que, pour nous, l'intérêt général, ce n'est pas une formule vague. C'est tout ce qui nourrit la vie de la collectivité. C'est le cœur battant de la société. Il a une portée juridique, oui, mais aussi morale, presque philosophique. Tout ce qui sert le peuple, protège ses droits, préserve ses richesses communes, ça, c'est notre boussole. Et c'est pour ça qu'on parle. Aujourd'hui, lumière sur un nom que vous n'avez peut-être pas entendu à la une, mais qui chuchote dans tous les couloirs du pouvoir algérien. Le fils d'un homme clé du régime. Ce père, c'est Boham Boalab, homme de l'ombre devenu pivot central, chef de cabinet d'Abdjoun et bras droit attitré du président Abdid Tebboune. En 2020, il fait son entrée en tant que conseiller judiciaire, discret mais influent. Puis, en 2023, il grimpe d'un cran et devient celui par qui tout passe, chef d'orchestre de la machine étatique, télécommande à distance du pouvoir présidentiel. Ce Boham-là, on l'a surnommé depuis longtemps le président fantôme, le Tebboune de l'intérieur. Comparable à un Saïd Bouteflika version 2.0. C'est le premier à franchir les portes du palais et le dernier à les quitter. Dossiers énergétiques, conflits juridiques, grandes orientations économiques ou simples décisions administratives, rien n'échappe à son radar. Il filtre, il approuve, il verrouille. En Algérie, les ministres ne parlent pas au président, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Même le Premier ministre doit se contenter de passer par l'intermédiaire sacré Boham Boham. Il est le sas, le pare-feu, le gardien du temple. Quand il faut approcher Tebboune, on ne le fait qu'en présence de Boham, ou avec son aval explicite. Sans lui, pas d'accès, pas de dialogue. Il est l'interface officielle entre le pouvoir visible et l'invisible. Dans les rouages du pouvoir algérien, il y a ceux qui portent des titres.
Et puis, il y a Boham Boham, le vrai patron de l'exécutif quotidien. Peu importe qu'on parle du premier ministre, du ministre de l'Énergie, de l'Intérieur ou des Finances, tous, sans exception, doivent passer par lui. C'est lui qui répond, qui tranche, qui oriente. En clair, c'est le vice-président officieux, le cerveau opérationnel du régime. Et on le voit de plus en plus sortir de l'ombre. Celui qui, hier encore, agissait en coulisses, est désormais au devant de la scène. Il s'est permis récemment d'entrer en confrontation directe avec le chef d'état-major de l'armée. Rien que ça. Il supervise la révision de la Constitution, dirige le cabinet présidentiel, orchestre les cérémonies officielles, arpente le terrain et siège au Haut Conseil de sécurité nationale. Autant dire qu'on ne parle pas ici d'un simple commis de bureau. Résultat, les Algériens commencent à mettre visage sur ce nom, à s'interroger sur ce pouvoir discret mais omniprésent. Et comme à chaque fois, on essaie d'apporter des réponses. Sauf qu'en grattant un peu, on tombe vite sur un autre nom, celui de son fils, Nordine. Seul garçon de la fratrie, Nordine Boham a déjà eu droit à quelques mentions dans nos enquêtes. Surtout en mai 2023, où il a été cité à plusieurs reprises. Et pour cause, c'est nous qui avons levé le voile sur son épopée ratée en France. Parti tenter sa chance, il a surtout enchaîné les casseroles. Vol, petite magouille, dérive délinquante. Rien de glorieux. On a évité d'épiloguer, mais soyons clairs, ce n'était pas joli. Quand les ennuis ont commencé à s'accumuler en France, papa a sorti la carte urgence. Nordine a été discrètement mis dans un avion, histoire d'éviter le pire, une cellule, un procès, un avenir judiciaire bien chargé. Destination suivante, l'Espagne. Une terre plus clémente, plus lointaine, plus pratique aussi. Et puis, à mesure que Boham Boham consolidait son ascension au sommet de l'État, son fils a adopté une vie de nomade de luxe, oscillant entre l'Espagne et Oran. C'est nous qui l'avions révélé, noir sur blanc, dans notre émission du 15 mai 2023, à l'époque où une véritable guerre interne déchirait les cercles de pouvoir, opposant le clan de Saïd Chengria à celui de Boham Boham. Dans ce climat explosif, une procédure avait même été ouverte contre Nordine. Pas pour une broutille. Les services voulaient comprendre ses liens supposés avec certains réseaux de trafic de drogue en Espagne, mais aussi son nom cité dans des dossiers de corruption et de fortune suspectes. Le jeune homme gravitait autour d'individus algériens et étrangers au CV plutôt chargé, disons-le poliment. Résultat, le renseignement militaire, via la Direction centrale de la sécurité de l'armée, a lancé une enquête sérieuse. Sérieuse jusqu'à ce qu'elle devienne gênante. Et quand ça devient gênant, en Algérie, ça disparaît. Dossier enterré, enquête neutralisée, preuves étouffées. Pourquoi? Parce qu'un affrontement violent a éclaté entre deux camps des services secrets, ceux fidèles à Boham Boham et ceux qui ne l'étaient pas. Et devinez qui a gagné? Pas besoin de refaire toute l'historique. Vous pouvez tranquillement revoir notre émission du 15 mai 2023, celle où on dévoilait en exclusivité les aventures troubles du fils Boham Boham en Espagne, et surtout comment l'enquête menée par la DCSA a mystérieusement disparu dans les limbes. Alors, pourquoi revenir sur ce tandem père-fils aujourd'hui? Direction Oran, ville chère à notre cœur, cette perle de la Méditerranée qu'on aime comme on aime la brise d'un soir d'été, et qui, il faut le dire, nous manque cruellement. Plus précisément, cap sur un endroit que tous les Oranais connaissent comme leur poche, le rond-point Morshed. Un carrefour névralgique, entouré de restos branchés, de quelques boutiques chics, et depuis le 17 septembre 2025, d'un showroom qui claque, ST Auto Orum. Ce temple flamboyant du chrome et du cuir est arrivé comme une soucoupe volante. Il brille, il scintille, il affiche une opulence sans retenue. Normal, il est géré par une société spécialisée dans les bolides de luxe, les machines de rêve, les voitures d'exception. Un petit tour sur leur page Facebook vous donnera le ton. Des Maserati, des Porsche dernier cri, des Mercedes Brabus à tomber et même des BMW, Audi, GMC et SUV Toyota haut de gamme. Rien que des bijoux mécaniques vendus à des prix qui font tourner la tête. Un marché clairement réservé à une élite très fortunée. Et c'est justement ce business, lancé pile ce 17 septembre 2025 à Oran, qui a attiré notre attention. Regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, leur page Facebook. Attendez une seconde, je baisse un peu la lumière parce que là, l'écran brille trop. Voilà.
Pardon pour le petit bug technique, c'est le charme du direct. Bref, voici leur showroom. Et je vous préviens tout de suite, on ne parle pas ici de voitures banales. Non, on est sur du très haut de gamme. Luxe pur. On se lance une petite vidéo? Tenez, par exemple, la BMW XM 2025, que cette société présente comme une pièce de collection, une perle rare qu'on ne trouve qu'exclusivement chez ST Auto à Oran. Évidemment, elle est bardée d'options. Caméra 360 degrés, aide au stationnement, sono premium, confort absolu, le pack total. Rien n'est laissé au hasard. Et là, qu'on soit clair, ce n'est pas pour faire leur promo, mais objectivement, ces bagnoles-là, c'est un autre monde. Un monde que 99,9% des Algériens ne verront qu'en photo. Ce sont des engins à 10, 15, parfois 20 milliards. Oui, milliards. Des Maserati, des Porsche dernier cri, tout y passe. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la société elle-même qui s'affiche fièrement comme experte en véhicules d'exception. D'ailleurs, tout est inscrit noir sur blanc dans leurs documents officiels. Ils vendent des BMW, des GMC, des Maserati, des Porsche, à des tarifs qui explosent tous les plafonds. Dans un pays où, rappelons-le, acheter un pneu peut déjà relever de l'exploit. Oui, même un simple pneu devient mission quasi impossible en Algérie aujourd'hui. Bienvenue en Algérie, où une voiture d'occasion de plus de 10 ans vaut plus cher aujourd'hui que lorsqu'elle était flambant neuve. Oui, vous avez bien entendu. Une Maruti de 2013, elle coûte une fortune en 2026. Et pourquoi donc? Parce qu'ici, le pneu est devenu un objet de luxe. Trouver une pièce détachée, c'est comme chasser un trésor. Et pendant que la plupart des pays modernisent leur industrie automobile, l'Algérie, elle, roule en marche arrière. Depuis la fermeture brutale et sans appel des chaînes de montage en 2019, suivie de l'interdiction presque totale d'importer des véhicules neufs à partir de 2020, le marché algérien s'est transformé en véritable Far West de l'automobile. C'est simple. Sauf en zone de guerre ou dans des pays complètement effondrés, il n'existe probablement aucun endroit sur Terre où acheter une voiture revient aussi cher. On parle ici de vieilles Logan de 2006 ou 2008, toutes cabossées, sans clim, avec 300 000 bornes au compteur, qui aujourd'hui se vendent plus cher que leur prix d'usine d'origine. Une aberration économique? Un scandale organisé? En tout cas, une réalité bien algérienne. Et ça, c'est le résultat d'une politique industrielle qui semble avoir mis le frein à main et jeté les clés. On en arrive à une absurdité typiquement algérienne. Une voiture d'occasion aujourd'hui, cabossée par les années et les kilomètres, vaut plus cher que lorsqu'elle sortait toute neuve de l'usine. Oui, vous avez bien compris, ce n'est pas un gag, c'est le quotidien. Et tout le monde en Algérie le sait. Le sujet? On l'a déjà disséqué, analysé, retourné dans tous les sens. On ne va pas s'y replonger encore une fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce pays, l'économie a perdu toute logique. Le bon sens financier? Disparu. Enterré sous les décombres d'une politique économique bancale. Tenez, pour les curieux, on avait même consacré une émission le 28 juillet 2024, une Logan de 2006 vendue 6 000 € en Algérie. Oui, vous avez bien entendu, une vieille bagnole vendue au prix d'un véhicule presque neuf ailleurs, un cas d'école pour illustrer la débâcle du marché. La démonstration parfaite d'une économie où les chiffres ne répondent plus aux règles, mais à l'absurde. Et pourtant, dans ce désert automobile où le citoyen lambda peine à s'offrir un rétroviseur, il y a des îlots de luxe qui fleurissent. Des concessions dernier tri, vitrines flamboyantes alignant Maserati et Porsche comme s'il s'agissait de vélos en libre service. Alors oui, vous allez me dire, c'est pareil partout. Même en Somalie, tu trouveras des millionnaires qui roulent en Ferrari. Et vous savez quoi? Vous avez raison. ST Auto, par exemple, implanté au rond-point El Meshed à Oran, est devenu un phénomène viral depuis son ouverture en septembre 2025. On en parle sur les réseaux, ça buzz, ça flash, mais attention, ici on ne vend pas au premier venu. Il faut avoir les reins très solides, comprendre, être milliardaire, pour repartir au volant de l'une de ces machines à plusieurs dizaines de milliards. C'est mathématique, entre un dinar qui plonge et des voitures de luxe importées, les prix s'envolent, littéralement. Sur le papier, cette société clinquante qu'est ST Auto ne serait qu'une émanation d'une autre entreprise, baptisée Fed Auto CTIF. Une boîte soi-disant basée à Schleff, dirigée par un certain Raoum Benz,
plus connu sous son blaze virtuel Raom Ben sur les réseaux sociaux. Et d'après les infos qu'on a recoupées, ce serait bien lui le visage officiel derrière cette affaire, celui qui aurait coupé le ruban rouge lors de la grande inauguration du showroom le 17 septembre 2025. Une inauguration d'ailleurs en grande pompe, avec caméras, stories, reels et tout le cirque médiatique qui va avec, ce qui, avouons-le, sonne franchement étrange dans le contexte actuel. On parle quand même d'un pays où le régime Tebboune passe ses journées à fustiger les riches, à criminaliser le cash, à pourchasser ceux qui osent déposer ou retirer un peu trop d'argent liquide à la banque. L'État mène une croisade contre les fortunes visibles, et pourtant... En plein cœur d'Oran, dans l'une des zones les plus passantes du pays, au fameux rond-point Morshed, traversé chaque jour par des milliers d'automobilistes, on nous balance ce showroom clinquant comme une soucoupe volante tombée d'une autre planète. Une vitrine de luxe extraterrestre, posée là, tranquille, au beau milieu d'une société en pleine crise économique, où la pauvreté devient la norme et où la frustration sociale atteint des sommets. Le contraste est tout simplement surréaliste. Aujourd'hui, pendant que la majorité des Algériens galèrent à trouver un simple pneu, pendant qu'une pièce détachée devient un luxe inaccessible et qu'acheter une voiture relève de la science-fiction, voilà qu'en plein milieu de cette misère surgit comme par magie un showroom digne de Dubaï. Maserati, Porsche, Mercedes, voitures de prestige à la pelle. Un îlot d'opulence insolente dans un océan de précarité. Une vitrine qui brille comme un diamant posé au milieu d'un désert affamé. Alors forcément, on s'est demandé, qui peut bien mettre derrière ce miracle motorisé? Est-ce uniquement la boîte de Schleff, Fed Auto CTIF, qui pilote cette affaire? La réponse est non. Car selon nos investigations, celui qui tire réellement les ficelles s'appelle Nordine Boham. Oui, le fiston de Boham Boham en personne. C'est lui, l'architecte de l'opération, le parrain de l'idée. Officiellement, son nom n'apparaît nulle part, ni dans les statuts, ni dans les registres. Mais tout Algérien aguerri connaît la manœuvre. On met en avant un prête-nom, un associé de façade, pendant que les véritables décideurs, souvent les rejetons de hauts responsables, tirent les ficelles en coulisses. Grâce à ce lien familial doré, toutes les barrières s'effondrent. Autorisation obtenue en un claquement de doigts, douanes contournées, blocages administratifs fondus comme neige au soleil. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que ce business repose sur un marché interdit. Car en Algérie, l'importation de véhicules neufs est officiellement proscrite, ou à tout le moins soumise à un encadrement kafkaïen. Et pourtant, les voitures de luxe pleuvent. Magie? Non. Influence? Privilège? Piston. Algérie 2026. En Algérie, l'importation de voitures neuves, ce n'est pas pour tout le monde. Les règles sont claires. Seuls les concessionnaires officiellement agréés ont le droit de jouer dans cette cour-là. Et encore. Entre les autorisations quasi impossibles à décrocher, les contrôles draconiens et la paperasse à rallonge, autant dire que l'activité est verrouillée, bouclée, scellée. Autrement dit, interdit sauf si tu t'appelles Nordine Boham. Oui, ce même Nordine qui avait tenté sa chance en France, mais a rapidement viré du mauvais côté. Petit délit, comportement douteux, fréquentation peu recommandable, le cocktail parfait. Résultat? Papa Boham l'a discrètement exfiltré vers l'Espagne, histoire d'éviter les ennuis. Mais même là-bas, le garçon s'est fait remarquer, si bien que les services algériens, notamment les militaires, ont commencé à s'intéresser à lui. Du coup, retour express à Oran où il se fait discret, enfin, façon de parler. Car Nordine, lui, ce n'est pas la discrétion qui le caractérise, mais plutôt les écarts, les débordements, les frasques à répétition. Pourtant, jusqu'ici, j'ai toujours refusé de parler de la vie privée des enfants de hauts responsables. Ce n'est pas mon terrain de jeu, je laisse ça aux autres. Mais en réalité, soyons honnêtes, j'en sais beaucoup. Trop même. Prenons cet épisode pas si ancien où la police algérienne arrête Nordine pour un simple contrôle. Sauf qu'il est soit en plein trip, soit ivre au volant. Les agents font leur boulot, le menottent et se font réprimander par la hiérarchie. Leur tort? Avoir osé passer les bracelets au poignet du fils de Boham Boham. Ce genre d'histoire, j'en ai des dizaines. Mais j'ai toujours préféré garder le silence. Il y a d'autres voix, d'autres influenceurs, d'autres lanceurs d'alerte qui, eux, se sont spécialisés dans ce type de révélations croustillantes. Moi, j'ai choisi une autre voie, parce que je crois profondément qu'il y a plus grave.
des sujets plus lourds, des batailles plus urgentes que les égarements d'un fils à papa. Si je devais ouvrir mes archives sur Nordine Boham, je pourrais en faire une série Netflix. Des écarts en cascade, des incidents à répétition, des altercations avec les forces de l'ordre, des enquêtes sabotées et des agents punis simplement pour avoir osé faire leur travail. Oui, plusieurs policiers, gendarmes et membres des services de sécurité se sont vus mutés, dégradés, voire carrément virés pour avoir mis le doigt, ou les menottes, là où il ne fallait pas, sur le fils de Boham. Et pourtant, malgré toutes ces informations, malgré toutes ces preuves en main, je me suis abstenu. Pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, ce genre de frasque relève de la rubrique « faits divers » et qu'un fils incontrôlable ne mérite pas qu'on jette l'opprobre sur tout un nom. J'aurais trouvé ça lâche, même malhonnête, de le prendre pour cible. Le blâmer publiquement aurait été trop facile et mal interprété. D'autant plus que moi, je crois encore à l'éthique. J'y crois, même si, à Alger, certains ont depuis longtemps troqué leur conscience contre du pouvoir. Oui, je parle de Boham, l'un de ceux qui m'ont pris mes enfants, brisé mon existence et prononcé ma mort sociale. Mais même face à ça, je n'ai jamais rendu coup pour coup. Je n'ai jamais laissé la rancune dicter mes reportages. Je ne suis pas un militant masqué. Je suis un journaliste. Mon boulot, c'est de dire ce qui est, pas de régler des comptes. C'est pour cela que je n'ai jamais parlé du fils Boham, jusqu'à maintenant. Mais là, désolé. Trop, c'est trop. Il y a une limite à ne pas franchir. Et là, on a dépassé toutes les bornes. Il est temps de rappeler ce qu'est la dignité. Et surtout, qui l'a perdu. À l'heure où la majorité des Algériens n'a même plus les moyens de changer un pneu, où une simple jante coûte un bras, où posséder une Maruti rouillée relève du luxe, voilà qu'un certain Nordine Boham débarque, avec un business de bolide étincelant. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que le peuple se bat pour garder leur vieux taco en vie, monsieur lance une boutique de Porsche, de Maserati, de Mercedes dernier cri, de BMW survitaminés. Des voitures qu'on voit d'habitude dans les blockbusters américains, pas garées à Oran. Et dans un pays où la misère s'est installée comme locataire à durée indéterminée, ce genre d'initiative n'est pas seulement indécent, c'est une gifle à la figure de tout un peuple. Cette fois, je ne me tais plus. Là, je dis stop. Là, je demande une vraie enquête. Une enquête qui gratte sous le vernis et qui montre qui finance, qui protège et qui se gave. Qu'on soit clair, je ne suis pas un ennemi des gens fortunés. Vous me connaissez, j'ai toujours soutenu ceux qui entreprennent, ceux qui créent. Je respecte les hommes d'affaires, j'ai même souvent pris leur défense. Et je crois sincèrement que les Algériens riches ont le droit de vivre dans le confort, de profiter de leur argent, de rouler en belle voiture, de voyager en première classe. Oui, je suis libéral. Oui, je crois en une bourgeoisie algérienne prospère. Mais à une condition, que cette richesse soit gagnée à la sueur du front, dans les règles du jeu, sans tricherie ni piston. Je suis pour l'enrichissement honnête, celui qui crée des emplois, qui stimule l'économie. Pas celui qui détourne des fonds publics, qui utilise le nom de papa pour obtenir des passe-droits, qui écrase les concurrents avec des combines. Je suis contre cette caste qui s'enrichit en affamant le reste, contre cette minorité qui transforme l'abondance en privilège héréditaire. Et ce système-là, c'est exactement ce que symbolise l'Algérie version Tebboune. Pour monsieur et madame tout le monde en Algérie, ouvrir une entreprise de concession automobile pour importer des véhicules neufs, c'est tout bonnement mission impossible. Pas officiellement interdite, non, mais réglementée à un point tel que cela revient exactement au même. Les barrières administratives sont tellement hautes qu'aucun particulier ne peut les franchir. Bref, autant rêver d'importer une fusée. Mais pendant que le citoyen lambda galère à trouver une chambre à air, le fils de Boham, lui, déroule tranquillement son tapis rouge. Avec ses associés, il a ouvert un gigantesque showroom en plein centre d'Oran, là où tout le monde passe. Et pendant que vous attendez un véhicule Fiat qui n'arrivera probablement jamais, eux font leur beurre en vendant des Porsche, des Maserati, des BMW, des Mercedes. Et vous? Vous continuez à faire la queue pour acheter un filtre à huile ou à chercher sur les réseaux un pneu d'occasion. Pendant qu'eux vivent comme des empereurs, vous survivez entre précarité et frustration. Ce contraste n'est pas seulement écœurant,
il est illégal. Parce qu'en Algérie, la loi sur les concessions automobiles est très claire. Depuis le décret numéro 22-383 du 17 novembre 2022, tout concessionnaire de véhicules neufs doit impérativement signer un contrat d'exclusivité avec un constructeur unique. Pas deux, pas trois, un seul. Fini le multimarque, c'est interdit. Pourtant, le business du fils Boham Boham, lui, vend de tout. Du Mercedes, du BMW, du Porsche, comme au supermarché. Et ça, c'est illégal. Les showrooms multimarques, s'ils existent, ne sont autorisés qu'en dehors du circuit officiel, uniquement pour de l'occasion. Mais ici, ce sont des voitures flambant neuves. Le message est clair. Pour les Algériens, les règles. Pour les privilégiés, les passe-droits. Dans le monde des concessions en Algérie, la loi est limpide. Si tu veux vendre des voitures neuves, tu dois choisir ton camp. Tu es Mercedes, tu ne vends que du Mercedes. Tu es Porsche, ne touche qu'au Porsche. Un seul constructeur, une seule bannière. Pas de panachage, pas de mélange. Tu veux faire du multimarque? C'est possible, mais uniquement sur le marché de l'occasion. Là, oui, tu peux vendre du BMW, du Audi, du Volkswagen, mais des véhicules déjà roulés, pas des modèles sortis tout droit d'usine. Mais alors, allons faire un tour sur la page Facebook de ST Oron. Et là, surprise, que voit-on? Des bolides flambant neufs, des Mercedes et BMW rutilantes, des Volkswagen dernier cri, parfois même des Lamborghini prêtes à rugir. Et surtout, kilométrage affiché? 0. Nada. Des voitures sorties tout juste du conteneur sans avoir roulé un seul mètre. Autrement dit, du neuf. Et là, il y a un hic. Car selon les règles en vigueur, un concessionnaire multimarque n'a absolument pas le droit d'importer ni de vendre des véhicules neufs. C'est illégal. Inacceptable. Sauf si, bien sûr, on bénéficie d'un passe-droit discret, offert par papa ou un réseau bien placé. Après avoir fouillé un peu dans les coulisses de la fameuse société fantôme liée au fils de Boham Boham, que nous appellerons ici Roron, pour rester dans l'élégance, j'ai noté une chose intéressante. Officiellement, ils vendent des voitures d'occasion. Officieusement, c'est une autre histoire. Oui, on retrouve bien des bolides affichant 3000 ou 4000 km au compteur. Ce sont donc techniquement des véhicules de seconde main. Mais attendez, en creusant un peu, on tombe aussi sur une série de voitures toutes neuves, immaculées, affichant fièrement un 0 km sur la fiche technique. Et là, mes amis, on sort du cadre légal. Là, on entre dans l'illégal pur et simple. Et maintenant, grande question, d'où vient le magot? Quel est le tour de passe-passe qui permet à un fils de haut fonctionnaire, car, rappelons-le, Boham Boham n'est pas PDG d'un conglomérat, il est salarié de l'État algérien, de s'associer à des investisseurs pour monter un empire de voitures de luxe? Réponse, magie de la filiation. Le fiston ne met pas un rond, il n'ouvre pas le portefeuille, il apporte autre chose à la table. Son nom. Ce fameux nom de famille qui ouvre toutes les portes. Ce réseau d'influence qui fait sauter les verrous administratifs. Bref, un capital politique, à défaut d'un capital financier. Parce qu'en théorie, importer des voitures haut de gamme, c'est un chemin semé d'embûches. Les douanes vous attendent pas au tournant. D'où vient l'argent? Qui a payé? Avec quel transfert bancaire? Quel mode de financement? Et surtout, comment ces voitures ont été dédouanées? À quelle vitesse? Avec quelle autorisation? Mais là encore, magie de l'influence. Pendant que le citoyen lambda se fait aligner à l'aéroport pour 3 iPhones dans sa valise, d'autres passent des cargaisons entières de bolides sans qu'un seul feu rouge ne s'allume. Pendant que certains se battent pour trouver une bougie de préchauffage ou un rétroviseur d'occasion, d'autres, les associés du fiston Boham Boham, déroulent tranquillement leur tapis rouge au centre d'Oran pour faire défiler des Maserati et des Porsche comme s'ils étaient à Monaco. Ce qui frappe, c'était pas tant l'opulence, mais l'indifférence totale des autorités. Les services fiscaux, les douaniers, les policiers économiques. Silence radio. Attention, je n'ai pas dit que c'est forcément hors la loi, non. Mais tout dépend. D'où vient l'argent? Les virements sont-ils traçables? Les factures sont-elles gonflées ou bidouillées? Les douanes ont-elles levé un sourcil? Y a-t-il eu un petit passe-droit discret dans un bureau feutré?
Des taxes ont-elles été réellement réglées? En vrai, on connaît déjà les réponses, et elles n'ont rien de rassurant. Soyons clairs. Ici, on n'a aucune dent personnelle contre Nordine Boham. Ce n'est ni un règlement de compte, ni un clash YouTube. Ce n'est pas le fils que nous visons, c'est le système qui le propulse. S'il veut réussir, grand bien lui.